Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire 100 degrés, recruter et rallier des bénévoles pour donner des ailes à vos projets. Mon nom est Marianne Boire, je suis rédactrice en chef pour 100 degrés et je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de tous vous accueillir, d'autant plus qu'exceptionnellement, ce webinaire a dû être porté à 2 reprises. Alors vraiment, là, on est heureux d'être tous ensemble ici aujourd'hui. Le webinaire sera d'une durée d'1 heure. On sera en mode panel pour la grande partie du webinaire, mais ensuite, il y aura une partie réservée à la période de questions. Donc, je vous présente alors, j'ai avec moi ma collègue Marie Spratt, vous ne la voyez pas, mais elle est cachée derrière un écran et elle est avec nous tout au long pour, euh, pour nous assister en cas de problème technique, répondre aux questions de clavardage, s'il y a quoi que ce soit. Alors, n'hésitez pas si vous avez des problèmes à écrire à Maryse pour lui poser des questions. Ensuite, autre petit détail technique, une partie du webinaire est présentée en mode partage d'écran. Donc, vous avez notre présentation PowerPoint et sur le côté, comme probablement par défaut vous voyez en ce moment, vous avez des petites fenêtres avec moi et les autres panélistes. Si vous le désirez, vous pouvez modifier un peu et modifier la grandeur des fenêtres pour faire plus de place aux panélistes. Mais sachez qu'un peu plus tard dans le webinaire, on va basculer en mode panel tout simplement. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos panélistes qui sont avec nous aujourd'hui. Nous avons Julie Meloche, qui est directrice générale chez Filles Actives. Bonjour Julie. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Michel-Alexandre Cochon, qui est directeur général à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. Bonjour Michel-Alexandre. Bonjour Marianne, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Et James Larivière, qui est coordonnateur au recrutement et à l'expérience bénévole et à la Société canadienne du cancer et qui a depuis tout peu un nouveau poste. Rappelle-moi le titre de ton poste, James. Bien sûr. Je suis maintenant spécialiste en collecte de fonds pour l'équipe des Relais pour la vie jeunesse. Donc, on travaille encore dans le recrutement bénévole, mais spécifiquement pour des comités jeunesse partout au travers le pays. On va en parler plus Merci. tard dans le webinaire. Merci beaucoup d'être avec nous, James. Alors, pourquoi on a eu envie de vous parler de bénévolat aujourd'hui, c'est qu'on sait que vous êtes nombreux dans la communauté 100 degrés à être engagés pour toutes sortes de causes, que ce soit dans une école, un centre de la petite enfance, un collectif pour la défense de l'environnement. Les causes sont multiples, mais vous êtes nombreux à être engagés ou dans des OBNL ou vraiment dans des tout petits collectifs. Et souvent, vous avez, comme dans la majorité des organisations, besoin de soutien pour réaliser votre mission, besoin de bras ou de têtes pour vous aider. Et on sait que c'est pas facile toujours d'aller chercher des bénévoles et de les garder longtemps avec nous. Alors, c'est pour ça qu'on a eu envie de vous offrir ce webinaire aujourd'hui et de rassembler les panélistes qui, vous allez voir, ont beaucoup de choses très intéressantes à vous partager comme expérience dans leur organisation. Alors, on se lance tout de suite dans le vif du sujet avec une première ronde de questions. Bon, je vous apprendrai rien. La pandémie a bouleversé bien des habitudes dans la société les OBNL, les petits collectifs, on n'y échappe pas. On parle souvent de pénurie de main-d'œuvre, hein. Vous voyez ça, des pénuries de main-d'œuvre, ou bien vous le vivez dans votre réalité au travail, ou vous en entendez parler, ou à l'université, ou dans les journaux. C'est une réalité, mais est-ce qu'on peut parler de pénurie de bénévoles aussi? Et j'aimerais ça savoir, Michel Alexandre, à la Fédération des centres d'action bénévole, comment ça s'est répercuté, la pandémie et tout ce qui s'en est suivi? Merci Marianne de me donner l'opportunité. En fait, la pandémie a été, je dirais, comme dans tous les pans de la société, mais sur le bénévolat, ça a été vraiment, vraiment majeur. Ça a été un changement de paradigme total. Donc, dans l'histoire du bénévolat, le recrutement, il y a toujours eu un défi immense dans le recrutement de bénévoles. Et lors de la pandémie, ben, pour les raisons qu'on connaît, il y a beaucoup de bénévoles qui se sont mis à la disposition des organismes et des collectifs là, qui œuvrent avec des bénévoles. Et l'offre de bénévoles était plus grande que ce que les organismes pouvaient donner comme temps bénévole. Ce qui était vraiment particulier, c'était vraiment un changement de paradigme, puisque les organismes fermaient durant la pandémie.
Ça a été vraiment ça, la deuxième vague, une fois que le premier ministre a vraiment dit aux gens d'aller bénévoler. Donc, il y a vraiment eu une espèce de mouvement social. On l'a vu sur Je bénévole, là, il y a plus de 40 000 personnes qui se sont inscrites pour donner de leur temps. Et il y a beaucoup de ces gens-là qui ne se sont pas fait appeler par les organismes. Les organismes étaient fermés où il n'y avait pas je dirais, la main-d'œuvre nécessaire ou les ressources humaines nécessaires pour gérer ce flux-là. Euh, je vous dirais que le retour à la normalité par la suite, il y a de ces bénévoles-là qui ont quitté le bénévolat, mais il y en a quand même qui ont goûté au bénévolat et qui sont restés. Je vous dirais qu'on est revenu, en tout cas si je parle des centres d'action bénévole, au niveau, je dirais, pré-pandémie. Euh, la question de départ était, est-ce qu'on peut parler de pénurie de bénévoles? C'est une question que j'adore et je suis peut-être à contre-courant, mais j'aime pas employer le terme pénurie de bénévoles. Euh, Tout être humain sur cette terre est un bénévole potentiel. Donc, je pense que c'est aux organismes, aux collectifs d'aller les trouver. Puis j'espère que le webinaire qu'on fait ce midi va nous donner des trucs peut-être pour aller trouver ces bénévoles-là. Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, c'est qu'on parle de on a besoin d'un plombier, il n'y a pas assez de plombiers. Alors que dans le bénévolat, ben, il y a donc un bassin potentiel d'environ 7 millions de bénévoles au Québec. Puis je pense que c'est aux organismes, aux collectifs de trouver le moyen d'aller les rejoindre et de les intégrer au bénévolat. Merci, Michel-Alexandre. On poursuivra plus tard avec d'autres questions. James, du côté de la Société canadienne du cancer, comment ça s'est passé, toute cette période trouble? Oui, ben pour un peu sauter ce que Michel a dit, merci pour cette opportunité. Je dirais que la société, on a vécu ça de façon assez différente, puisque la majorité de nos événements, nos activités bénévoles étaient des grands événements en personne. Donc, on parle du relais pour la vie, course à la vie CIBC, campagne La Jonquière. Malheureusement, durant la pandémie, comme beaucoup d'autres organismes charitaires nationaux, parce qu'on était très, très présents sur le terrain, on ne pouvait pas avoir nos activités en présentiel, ce qui a fait en sorte que plusieurs bénévoles ont pris leur, je veux dire, retraite. Donc, c'était des gens qui étaient engagés depuis 5, 10, 15, 20, 25 années même, qui avaient un fort attachement à la cause et à leur rôle bénévole. Mais subitement, lorsqu'on retire cette opportunité de s'engager dans sa propre communauté, eh bien, après 1 an, 2 ans, très difficile d'aller les rechercher. Et aussi, ça nous a aussi forcé à la société de faire un virement technologique vers des inscriptions virtuelles en ligne. C'est sûr qu'on s'est recadré assez rapidement. On a préservé nos campagnes, mais sous des formats virtuels. Mais c'est sûr que pour monsieur et madame tout le monde qui s'engageait dans une course à son village, à sa ville, à 5 km de chez eux, c'est très, très difficile d'aller chercher ça. Mais en effet, le terme pénurie, ils sont là, les bénévoles. Ils sont présents. C'est à nous de s'adapter à cette nouvelle réalité. Je dirais aussi un certain changement démographique où est-ce que les gens ont une fatigue de savoir engager pour aussi longtemps. Donc, c'est à la nouvelle génération de prendre ce relais-là, mais c'est à nous d'adapter nos activités bénévoles pour cette nouvelle génération. Merci, James. Julie, comment ça s'est passé du côté de Filles Actives? Merci de la question, Marianne. En fait, chez Filles Actives, les bénévoles sont directement associés à nos grands événements, que ce soit nos grands événements, programmes, je pense aux célébrations là, que peut-être certains d'entre vous connaissent, là, qui se promènent en région. Et puis les événements philanthropiques, évidemment, là, qui se déroulent, ben, comme tout le monde, on a fermé ça. En fait, les célébrations n'ont pas eu lieu pendant à deux occasions. Par contre, on a gardé des événements virtuels, nous autres aussi, de levée de fonds. Je pense au bal père-fille. Puis, ce qu'on a vécu, c'est vraiment un engagement d'une certaine façon, même un peu plus fort de ce qu'on appelle nos alliés engagés qui sont là, entre autres, pour, oui, des aspects de logistique quand les événements se déroulent comme tels, mais pour toute la question de la levée de fonds qui se passait pas mal différemment, là, on ne pouvait plus faire vivre une expérience comme le bal. Donc, il y avait des bouchées doubles à donner là, pour faire quand même lever la campagne de levée de fonds. Et là-dessus, on a vraiment pu compter sur ces gens-là. Puis ce que je dirais, dans le fond, c'est qu'ils sont restés au rendez-vous là, dès qu'on a pu réouvrir nos activités, ces gens-là sont restés au rendez-vous. J'aurais eu le temps d'élaborer un peu plus loin sur les motifs qui ont fait qu'ils sont restés au rendez-vous, mais c'est ce qu'on remarque, là, on n'a pas perdu de bénévoles dans la foulée des conséquences là, de la pandémie ou du confinement. Merci, Julie. Puis effectivement, on aura l'occasion d'y revenir plus tard dans d'autres questions. Donc, pourquoi les bénévoles continuent à rester chez vous, chez Filles Actives? Quelle belle expérience ils vivent là.
Là, on a parlé d'emblée, bon, de l'impact de ce grand bouleversement, ce tremblement de terre qui a été la pandémie, mais il y a quand même d'autres changements aussi qui teintent la réalité des organisations qui ont besoin de recruter des bénévoles. On pense entre autres à beaucoup de changements sociodémographiques qui ont eu lieu dans les dernières années, dernières décennies. Vous, dans vos organisations, qu'est-ce que vous constatez comme changement? Je commencerai peut-être avec James. Oui, j'en ai un peu parlé durant ma première question. On parle de changement démographique générationnel par rapport aussi à l'épuisement que j'ai pu référer il y a quelques instants. Donc, il y a un changement de garde, évidemment, et c'est aussi à nous de collaborer avec cette nouvelle génération pour trouver des nouveaux moyens de les engager rapidement, de façon facile. Aussi, on parle d'inscription. Donc, comment faciliter le processus d'inscription et d'intégration à un organisme charitaire. Par exemple, pour la SCC, on est un grand organisme charitaire. Il y a certaines petites barrières à franchir. Donc, on a beaucoup quand même, on peut dire, de red tape. Mais comment pallier à ce fil rouge, à ce tape rouge, pour arriver que les bénévoles traversent cette ligne rapidement et veulent rester avec nous aussi. Souvent, ce qu'on a remarqué dans nos nouveaux formats virtuels, c'est que si le processus d'inscription, il y a trop de questions, c'est trop long, c'est pas simple à comprendre, mais les gens ne vont pas avoir tendance à rester avec nous. Mais c'est vraiment à nous d'avoir un support, d'avoir une équipe qui est là pour répondre aux courriels rapidement, de façon efficace, pour créer ce lien humain, même si on n'est pas présent physiquement sur le terrain avec eux dans leur communauté. Il faut utiliser les nouvelles technologies pour préserver ce lien, que ce soit avec une communication qui est directe, qui est claire, qui répond aux questions pour tous les bénévoles qui auraient une volonté de s'engager pour la cause. Oui, puis on va revenir plus tard dans le webinaire aux jeunes en particulier, là, parce que tu es particulièrement impliqué avec eux ces temps-ci. Michel, à la Fédération des centres d'action bénévole, quelle différence générationnelle vous constatez là, ou d'autres changements sociodémographiques qui auraient pu se produire dans les dernières années? On remarque, premièrement, une chose qu'il faut tout de suite mettre au clair, les jeunes ne font pas moins de bénévolat. Donc, ils donnent de leur temps. On entend souvent dire ça, les jeunes ne sont pas impliqués. C'est totalement faux, mais leur forme d'engagement est différente. Donc, ce qu'on remarque, c'est, je dirais, les bénévoles d'expérience. Ce sont des gens qui vont souvent s'attacher à un organisme précis et qui vont y faire plusieurs années et qui vont avoir un horaire qui va être souvent fixe et sur des longues périodes de temps. Donc, ils vont passer d'une journée complète où ils vont aller 3 fois par semaine faire du bénévolat sur des longues périodes de temps et au même organisme. Les jeunes, on remarque qu'ils vont donner grosso modo le même nombre d'heures que les bénévoles d'expérience, mais ils vont plus, je veux dire, papillonner. Donc, ils vont vraiment aller d'un organisme à l'autre selon la cause qui les touche au moment présent. Mais en termes d'heures à la fin de l'année, quand on regarde les moyennes, tout ça vient s'équivaloir, bien sûr, avec le temps qu'ils peuvent consacrer. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est à la retraite a plus de temps à consacrer au bénévolat que quelqu'un qui est sur le marché du travail ou à l'école, par exemple. Mais toute proportion gardée, je dirais que c'est le nombre d'heures va demeurer le même, mais c'est vraiment le type d'implication qui va changer. Donc, je dirais, l'attachement à un organisme pour les jeunes est beaucoup moins, je dirais, ancré que chez un bénévole d'expérience. Je dirais que c'est la grande remarque qu'on voit chez les différentes générations. Merci, Michel. Je suis tombée récemment sur une étude de l'Institut de la statistique qui nous dit que 77% des Québécois et Québécoises ils ont fait du bénévolat encadré ou sinon de manière informelle en 2018. Donc, publié en 2022, cette étude-là, mais c'est des chiffres de 2018, c'est quand même assez récent. Au total, là, on parle d'1 milliard d'heures qui auraient été réalisées en mode bénévole. C'est quand même incroyable quand on pense à ça, là, la force que ça représente, ce travail bénévole-là. Puis ben, dans la même étude, là, et on vous donnera les liens plus loin à la fin du webinaire, il y a ça confirme certains éléments que vous avez mentionnés, notamment là, sur les différences entre les groupes d'âge. Euh, Puis, mais dans les changements sociodémographiques qui sont produits aussi dans les dernières années, il y a une tendance qui se renforce de plus en plus. C'est qu'il y a des entreprises qui donnent du financement philanthropique, mais en échange d'occasions de bénévolat pour leurs employés. Julie, ça, c'est un modèle que vous connaissez quand même bien là, chez Filles Actives. Peux-tu nous en parler un peu?
Oui, tout à fait. En fait, je pense que c'est probablement notre plus grosse source de bénévoles, Marianne. En fait, ça fait partie des ententes contractuelles qu'on signe avec nos grands donateurs. La plupart du temps, pas pour tout le monde, mais une bonne quantité, particulièrement des grandes entreprises, inclut évidemment, il y a toujours un plan de visibilité qui est rattaché à leurs dons. Et quand il y a des projets particuliers, évidemment, des livrables et tout ça, mais il y a souvent un volet possibilité de bénévolat. En fait, je pense que ça correspond entre autres à des indicateurs de tableau de bord là, qui sont attachés à la responsabilité sociale des organisations, des entreprises, la fameuse RSE. Mais de plus en plus, d'un point de vue ressources humaines, dans les organisations, on veut faire vivre des expériences intéressantes aux employés. Ça fait partie de la marque employeur. Et c'est vraiment, dans le fond, sur ces cibles organisationnelles-là qu'on peut prendre appui chez Filles Actives, là, que ce soit encore une fois autant pour nos grands événements organisés pour les filles que pour le bénévolat dont on a besoin dans nos événements de philanthropie. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, dans le fond, que ça soit ce type de bénévolat ou un bénévolat plus traditionnel, je voudrais juste faire un lien avec ce que James disait tantôt, la simplification des processus d'inscription, de suivi, d'accompagnement, de prise de contact rapide, elle demeure fondamentale, même si parfois on a comme un guichet unique dans l'organisation. Donc, une personne responsable de l'organisation, du bénévolat dans l'organisation. Voyons, il y a beaucoup d'organisations dans mes mots, dans ma phrase, excusez-moi. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'on a constaté pour nous aussi, là, comme étant un ingrédient de succès, c'est certain. Merci, Julie. Avant qu'on poursuive pour les prochains blocs de ce webinaire, on a envie de vous passer tout de suite la parole à vous, là, les auditeurs qui êtes avec nous aujourd'hui. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous, dans vos projets, vous collaborez avec des bénévoles? Donc, vous pouvez utiliser le clavardage pour vous nommer, vous présenter, donner une idée de la mission pour laquelle vous travaillez et si oui ou non vous faites affaire avec des bénévoles. Et surtout, est-ce que vous avez aussi constaté des changements? Donc, n'hésitez pas dans la partie, dans le clavardage, là, je vais aller voir tout de suite. Et mais aussi, en attendant, si vous n'avez pas quelque chose à partager tout de suite, ce qui est possible, vous pouvez aussi tout de suite commencer à poser des questions aux panélistes parce que sachez qu'à la fin, on va reprendre vos questions en direct et ils pourront y répondre. Évidemment, ça ne sera pas possible pour tout le monde parce que vous êtes très nombreux avec nous aujourd'hui, mais on va faire notre possible quand même pour répondre à plus de questions. Alors, je vois que euh, qu'il y a Mère au front qui est avec nous, Mère au front de Montréal, Nathalie. Bonjour Nathalie, merci. Donc, Mère au front qui est constituée essentiellement de bénévoles. Il y a Nadine qui est de l'Atelier Paysan et directrice d'un relais pour la vie dans Vaudreuil-Soulanges qui est là aussi. Et là, je vois, il y a des gens au Saguenay, en Gaspésie. Euh, je vois ici Jackie à Sutton qui nous dit, nous avons une belle équipe de bénévoles de longue date, mais c'est une équipe vieillissante. Comment assurer la relève? Ben, on pourra y revenir plus tard, poser une question spécifique là-dessus. C'est Jackie, coordonnatrice de la bibliothèque municipale et scolaire de Sutton. Ah, c'est vraiment, je suis très heureuse. Merci à vous tous là, qui prenez le temps de partager avec nous dans le clavardage. Il y a Mindy Giraud qui nous dit qu'avec la population vieillissante, nous avons de la difficulté à recruter des nouveaux membres bénévoles pour diverses activités de loisirs. Quelqu'un aussi à la FADOC Mauricie, que les bénévoles sont au cœur de nos activités et programmes sociaux. Écoutez, impossible pour moi de passer au travers de tous vos commentaires, mais chacun, vous pouvez les suivre ou y revenir plus tard. On poursuit pour la suite du webinaire. Alors, on a parlé de changements importants qui se sont passés. La pandémie, les changements sociodémographiques. Donc, tout ça, ça représente des défis, mais il y a des solutions aussi. On a commencé déjà à en parler, mais c'est là-dessus qu'on va se pencher davantage dans les prochaines minutes sur les solutions.
Donc, James, bon, toi, tu as déjà commencé à nous en donner quelques-unes, là, des solutions sur la stratégie de rétention, les questions d'inscription. Mais à ton avis, là, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments clés dont tu pourrais nous parler qui permettent de maintenir les bénévoles, de leur offrir une meilleure expérience, puis de leur donner envie de rester plus longtemps dans une Mhm. organisation? Oui, bien sûr. Ben, peut-être pour flotter un peu sur une couple de questions, je vais essayer de répondre tout ça en un rapidement. Lorsqu'on parle de changement démographique, et j'ai vu des questions sur les comités, donc les CA, les comités organisateurs, le bénévolat qui est plus long, hein, ça prend plus de temps, c'est des engagements de plusieurs mois. Comme Michel a dit, c'était très intéressant de dire que les jeunes aussi veulent faire le bénévolat, mais ils ont moins tendance à être fidèles envers un organisme ou une cause, même si la cause est noble et les touche. Donc, c'est plus dur aujourd'hui d'avoir des jeunes membres de comité parce que le bénévolat est plus exhaustif, car leur temps est précieux. Ils vont vraiment sauter de cause en cause, tandis que ceux qui font partie des CA ou des comités organisateurs, comme on parle des relais pour la vie, c'est des grands engagements. Oui, la démographie est plus âgée parce que c'est eux qui sont habitués. Hein? C'est une affaire de culture et de comment propager cette culture dans notre société pour faire en sorte que ça perdure, que les gens ne perdent pas ces habitudes de pas simplement s'engager pour une cause ou un événement, mais de façon sporadique ou juste pour un jour, mais de savoir que ça prend du temps, ça prend de l'effort, ça prend de l'énergie pour réellement faire une différence dans sa communauté. Il ne faut pas oublier le pourquoi. Hein, pourquoi un bénévole s'engage bénévolement? Plusieurs études peuvent se ressortir dans les dernières années et je pense que chaque cause, chaque organisme, chaque type de bénévolat est différent et une cause différente. On parle d'avoir un impact dans sa communauté, voir la différence et l'impact de son bénévolat. On parle des popotes roulantes, des organismes qui sont plus à distribution alimentaire. Ils n'ont pas tant de difficulté, eux, à recruter des bénévoles parce que l'impact est direct, c'est facile. Tu rentres dans la porte, tu fais ton bénévolat et tu vois le positif que tu peux faire. Donc, c'est aux organismes à but non lucratif national de s'adapter avec ça et de faire une vulgarisation. Une vulgarisation, que ce soit avec des témoignages, des experts, des survivants, inviter ces gens-là aux événements bénévoles pour que les bénévoles qui viennent, que ce soit simplement au jour J ou dans les comités organisateurs qui sont engagés depuis 6 mois, prennent connaissance de l'impact de leur bénévolat, que ce soit les progrès de la recherche ou un témoignage d'un survivant lorsqu'on parle du cancer ou de toute autre cause. Et bien sûr, s'amuser. Pour moi, c'est quelque chose qui est très culturel au Québec, comparativement au reste du pays. Je ne dirais pas qu'on est unique, mais les Québécois, dans notre culture, on a tendance à vouloir plus s'amuser. On n'a qu'à penser à Montréal, avec les festivals et un peu nos habitudes d'achat. Donc, les études statistiques dans les différents sondages démontrent ça. Il y a une distinction. On veut aussi avoir du plaisir. Donc, c'est d'avoir un impact dans sa communauté, de voir la différence de son geste directement et, bien sûr, d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait et créer des liens en même temps. Merci, James. Vraiment, beaucoup de pistes d'action, de stratégies super intéressantes. Julie, chez Filles Actives, vous aussi, là, vous avez développé de belles stratégies là, pour améliorer l'expérience bénévole. Tu as commencé à nous en parler un tout petit peu en début de webinaire. On veut t'entendre davantage à ce sujet-là. Bien, je dirais d'abord qu'il faut vraiment se positionner là, dans nos stratégies que quand on parle de bénévoles, on parle d'abord d'êtres humains. Hein. Moi, je fais beaucoup de parallèles avec la gestion des ressources humaines. En fait, il y a des éléments, là, des conditions qui s'apparentent énormément, dont, mais qui touchent peut-être plus particulièrement ce qu'on met en place pour répondre aux besoins d'accomplissement des gens. Là. Tu sais, James vient de donner plein d'exemples là, de comment on peut garder l'engagement des gens avec des aspects concrets. Donc, chez Filles Actives, c'est un peu ce qu'on essaie de faire en gardant notre monde informé, en les intégrant bien aussi dès le départ, que ces personnes-là connaissent bien notre mission, nos visions, notre vision, nos valeurs. Donc, ça, pour moi, c'est fondamental. Dans les moyens, dans le fond, on a parlé, il faut que ça soit simple. Les gens s'engagent pour pas que ça soit compliqué. Alors, on a développé une façon de s'inscrire, puis un temps de réponse et de prise en charge très rapide. Donc, rapidement, il y a un contact qui s'établit et qui se maintient en préparation pendant puis après l'événement. Donc, ça, je pense que c'est un secret. C'est pas parfait parce que ça demande du temps comme organisation, là, mais c'est vraiment vers ça qu'on essaie de tendre. L'autre chose, c'est
un des défis, c'est de ne pas décevoir. Donc, autant dans l'expérience qu'on va proposer que dans la façon dont cette expérience-là va se vivre. Donc, pour ça, pas très longtemps avant l'événement comme tel et pendant l'événement, les gens ont accès comme à un guichet unique, c'est-à-dire une personne ressource qui est sur place, qui s'assure d'être là à leur accueil, puis qui va aussi être là pour leur dire merci beaucoup à la prochaine vers qui les bénévoles peuvent se tourner constamment. On va être très précis sur nos attentes, sur le nombre d'heures, sur la durée, sur l'heure du rendez-vous. C'est toutes des choses là, sur lesquelles on va mettre beaucoup d'accent. La variété aussi dans un même événement. Là, je vais donner un exemple concret. Filles Actives, on organise des célébrations. Ça suppose des autobus d'école, des autobus scolaires remplis de filles actives qui s'amènent. On va essayer de ne pas laisser le même bénévole s'occuper des autobus toute la journée. On va varier ça avec, ben, fais ça pendant un bout de temps, après ça, tu vas aller à l'accueil. Donc, essayer de rendre l'expérience la plus intéressante possible. On va soigner la qualité des collations, la qualité des repas. On va avoir des petits concours de certificats cadeaux. Les gens aiment ça aussi quand ils repartent avec des vêtements ou des articles à l'effigie de filles actives. On veut aussi mettre en place des choses qu'on voudrait faire et qu'on pense qui pourrait être une bonne pratique, mais c'est un groupe Facebook. Euh, j'ai parlé déjà d'infolettes, c'est quelque chose qu'on souhaiterait faire, mais au minimum, on s'assure que ces bénévoles-là sont sur nos listes, les listes courriels là, pour tout ce qu'on envoie comme documentation. Puis finalement, je pense qu'un des éléments, c'est l'évaluation qu'on fait de leur expérience. Donc, formaliser via un sondage, euh, aller chercher leurs recommandations de façon à être capable de s'ajuster. Là. Fait en gros, je vous dirais, je m'arrêterai là-dessus, là, mais c'est un peu, tu sais, l'idée, c'est de trouver des façons de répondre aux besoins d'accomplissement, rendre l'expérience mémorable, facile, confortable, dans le plaisir aussi. Voilà. Merci, Julie. Et vous pourrez voir à la fin, dans les liens et la documentation supplémentaire qu'on vous propose, Julie et l'équipe de Filles Actives ont eu la générosité de nous envoyer des guides, des modèles, en fait, des guides qu'ils utilisent avec les bénévoles ou d'autres outils de communication. Donc, vous pourrez regarder ça, puis ça peut vous inspirer, vous aussi, dans votre manière de communiquer avec les bénévoles dans vos projets. Mais pour des organisations provinciales et nationales, donc provinciales dans le cas de Filles Actives, nationales dans le cas de la Société canadienne du cancer, c'est quand même difficile là, d'être partout à la fois. Là. C'est important d'avoir, c'est pour ça que c'est important d'avoir un ancrage régional, puis que dans le fond, cet ancrage-là, c'est vraiment une clé du succès. J'aimerais ça savoir comment ça se passe de votre côté, Julie ou James, là, je sais pas, peut-être James pour l'ancrage régional, la Société canadienne du cancer, comment vous faites ça, là? Vous êtes partout en même temps, mais en même temps, il doit y avoir différentes couleurs locales? Oui, c'est sûr que ça fait partie d'un des grands défis, hein, surtout lorsqu'on n'a pas des bureaux dans chaque région du pays. C'est de donner, on pourrait dire, la parole aux bénévoles et vraiment de mettre en valeur les bénévoles qui s'impliquent dans leur région, que ce soit avec une stratégie sur les réseaux sociaux, de valorisation, des publications, aussi, on pourrait dire, en bon terme en anglais, un anglicisme, empowerment. Donc vraiment, comment mettre ces gens-là de l'avant et les laisser parler de la spécificité de leur région, de leur bénévolat, de pourquoi ils s'engagent. On parle encore des relais pour la vie, par exemple. C'est un exemple qui revient souvent, c'est où est-ce qu'on a beaucoup de sites partout au travers le pays. On a des relais au Saguenay, on a des relais dans les Laurentides. Mais c'est important que les comités qui s'engagent prennent conscience que c'est le comité de leur région. Et c'est ça qu'ils mettent de l'avant dans leur stratégie médiatique lorsqu'ils parlent de l'événement pour aller faire le recrutement de participants ou de bénévoles pour le jour de l'événement. Donc, je dirais, c'est vraiment écouter les bénévoles. Et comme Julie a si bien dit, oui, c'est des humains. Et tout ce que Julie a dit, ça fait partie d'une stratégie, je ne dirais pas, il n'y a aucune stratégie parfaite, mais c'est une excellente stratégie pour retenir les bénévoles, les traiter comme des humains et faire en sorte qu'on a un bon bateau, un bateau qui est très bien organisé avec un point de contact humain d'abord et avant tout, parce que c'est les bénévoles qui connaissent mieux leur région que nous. Merci, James. Julie, l'ancrage régional, là, ça se répercute de quelle manière chez Filles Actives? Ah, ton micro est fermé. Désolée, ça faisait du bruit, alors je l'avais fermé.
En fait, tu sais, je rebondirais sur beaucoup des éléments que James vient de nommer. Ce que je dirais, c'est qu'encore là, des fois, c'est intéressant de voir que certaines organisations sont déployées régionalement aussi. Donc, c'est vers eux qu'on va se tourner en premier lieu quand on a des situations là, ou des événements qui se déroulent en région. Là, encore là, je pense, je fais beaucoup référence aux célébrations, mais c'est beaucoup ce gros événement-là là, qui nous amène à intervenir en région. Puis pour être en lien avec ces organisations-là aussi, c'est sûr que FIACTIV, son déploiement, il s'appuie sur des partenariats régionaux avec les unités régionales de loisirs, le réseau du sport étudiant, d'autres organismes régionaux. Donc, c'est sûr qu'à travers ces réseaux-là, ben, on peut faire percoler des demandes, on peut aussi être à l'écoute des besoins, mais je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que beaucoup d'organisations ont des antennes régionales. L'autre chose, c'est ils vont faire l'effort, ces organisations-là, puis on doit les encourager à faire rayonner les bénévoles selon leur région aussi d'appartenance. C'est un peu un lien avec ce que James vient de nous apporter. Voilà. Mais merci beaucoup, Julie. Michel Alexandre, toi, tu es directeur général à la Fédération des centres d'action bénévoles. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je suis certaine que c'est le cas de plusieurs personnes, ne doivent pas connaître l'existence de ces organismes-là, qu'est-ce que ça fait dans la vie, un centre d'action bénévole? Et est-ce que ça peut aider, je pense entre autres aux plus petites organisations là, qui n'ont pas toutes les ressources pour engager des bénévoles, est-ce qu'ils peuvent faire affaire au centre d'action bénévole pour aller trouver des gens pour les aider dans leurs projets? Va être surprise, Marianne, sur la connaissance des centres d'action bénévole. En fait, les centres d'action bénévole, là, c'est 115, il y a 115 centres d'action bénévole qui sont membres de la Fédération et sont vraiment dans les collectivités. Donc, c'est vraiment présent partout dans toutes les régions du Québec. Et je dirais dans toutes les MRC, grosso modo, là. Et je dirais que c'est vraiment, je dirais, un carrefour d'action bénévole. Donc, un centre d'action bénévole va avoir une double mission. Donc, il va avoir une mission de service à la population. Donc, il va être majoritairement aîné pour le soutien à domicile, soutien, maintien dans la communauté. Donc, il y a vraiment cette facette-là. Donc, les services des centres d'action bénévole à ces personnes-là sont offerts par des bénévoles et uniquement des bénévoles. Et l'autre facette d'un centre d'action bénévole, c'est ce qu'on va appeler la promotion de l'action bénévole, mais promotion sur un sens plus large. Donc, on est vraiment dans la promotion au sens pur, mais aussi dans l'accompagnement, donc dans les formations aux bénévoles ou aux organismes, dans le référencement. Donc, pour répondre directement à ta question, effectivement, les centres d'action bénévole peuvent faire du référencement. Et là, il peut y avoir différentes facettes, là, mais ça peut être vraiment là, c'est du recrutement jusqu'à l'entrevue, à la vérification des antécédents judiciaires pour diriger le bénévole vers la bonne cause. Puis je vais faire un peu du pouce sur ce que mes collègues ont dit, mais la beauté du bénévolat, c'est qu'on a affaire avec des humains. Donc, il va toujours exister. On a parlé de la notion de plaisir. Je vais rajouter la notion de sociabilisation. Donc, si on veut garder nos bénévoles, donc on parle souvent des 3 R du bénévolat, là, le recrutement, la rétention et la reconnaissance. Les 3 sont liés, mais si une fois que le recrutement est fait pour la rétention, je dirais que de connaître son bénévole, c'est la chose la plus importante. Pourquoi cette personne-là a décidé de prendre du temps une première fois pour venir faire du bénévolat dans notre organisation? Et souvent, on va se retrouver dans la sociabilisation, dans le plaisir. Il va avoir aidé autrui, mais en sachant pourquoi la personne est là, on va pouvoir mieux l'accompagner. Si on prend un bénévole qui rentre dans l'organisme et on lui dit ta tâche bénévole aujourd'hui, c'est, je vais dire un peu n'importe quoi, mais c'est de mettre des cannes dans des boîtes, puis à la fin de la journée, cette personne-là n'a eu aucune interaction. Elle va se demander un peu qu'est-ce qu'elle vient de faire là. Donc, il y a des gens, peut-être que c'est ce qu'ils veulent comme bénévolat et c'est là qu'on va les diriger vers les bonnes personnes. Tout ça, bref, pour dire que pour faire de la rétention, je pense que la première journée de bénévolat est probablement la plus importante. Donc, l'accompagnement qu'on va en faire. Et n'oubliez jamais que la meilleure source de recrutement de bénévoles est un autre bénévole. Ça, c'est la chose la plus importante. Un bénévole heureux va amener d'autres bénévoles dans vos organisations et c'est vraiment un multiplicateur. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu nous dis, puis c'est des leçons qui peuvent vraiment s'appliquer à des organisations de toute taille, là, autant des grandes organisations que
des tout petits collectifs où je voyais quelqu'un qui nous posait la question dans des plus petits milieux, puis on essaiera d'y revenir plus tard dans les questions. Mais effectivement, d'offrir une belle expérience, soucier de la première impression et tous ces détails-là que tu nous mentionnes, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Nous, on a publié dans 100 degrés au cours de l'année dernière une série d'articles sur le bénévolat. On a recensé, puis on vous mettra aussi les liens à la fin, les nombreux bienfaits du bénévolat. Et entre autres, on se rend compte que quand on parle avec des spécialistes, que le bénévolat, c'est bon pour, non, évidemment, le sentiment d'appartenance, briser la solitude, mais que ça peut être aussi bon pour la santé, que ça aide à adopter de saines habitudes de vie, ça a toutes sortes d'effets. Bon, ça peut être difficile des fois de dire est-ce que vraiment le bénévolat est la cause de ça, mais il y a quand même des études qui montrent des choses intéressantes. Moi, je serais curieuse de savoir d'abord, avant de poser la question aux panélistes, vous qui êtes avec nous aujourd'hui, est-ce que vous-même, vous avez déjà vécu des belles expériences où vous étiez bénévole, des expériences qui ont été très enrichissantes? Alors, à nouveau, là, le clavier est ouvert et merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écrire là, depuis le début du webinaire. Ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux et participer aussi activement. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté comme bienfait? Et je vais lire vos réponses dans quelques minutes. Je vous laisse le temps d'y répondre. Toi, James, tu as déjà, puis ben, c'est ça, dans les articles qu'on avait publiés dans 100 degrés, on parlait aussi d'autres organisations. On parlait de filles actives notamment, mais on nommait aussi d'autres organisations qui offraient des très belles expériences bénévoles. Et on parlait entre autres du Centre Paul Roulant et des urbains-culteurs. Toi, tu as été toi-même bénévole ou tu as travaillé à Centre Paul Roulant. Pourquoi est-ce que c'est aussi réputé cet endroit-là et que les gens sont aussi nombreux à vouloir faire du bénévolat au Centre Paul Roulant? Oui, en effet, j'ai été coordonnateur au bénévolat pendant presque 1 an, Centre Paul Roulant. J'ai eu la chance, je dirais le mot-clé, c'est l'aspect communauté, communautaire, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire particulièrement Centre Paul Roulant? C'est créer une véritable communauté autour de l'organisme. Donc oui, leur mission, c'était de faire face à l'insécurité alimentaire auprès des populations vulnérables. Donc avec un jardin d'agriculture urbaine qui était urbain et dans l'ouest de l'île en même temps avec une vraie ferme de permaculture intensive. Donc, autour des activités de bénévolat, que ce soit de faire pousser les légumes, l'entretien de la ferme, cuisiner les légumes et faire la livraison jusqu'aux populations qui étaient vulnérables, bien, ils ont créé des événements communautaires entre les clients qui profitaient des services et les bénévoles qui s'engageaient dans l'organisme. Donc, ça faisait qu'à la fin de la journée, même si tu étais un bénévole qui travaillait dans une cuisine, dans le jardin dans l'ouest de l'île, sur le toit, ou qui faisait même la popote roulante directement auprès de la clientèle, eh bien, tu avais ce moment ou ces moments pour se regrouper entre tous les différents bénévoles et les membres de l'organisme aussi. Très intime aussi, comme on pourrait dire, comme endroit, des sofas, des biscuits pour tous, des petits gâteaux qui sont faits frais de la journée. C'est en fin de ligne, lorsqu'on tu rentres dans cet organisme-là, tu te sens chez toi. Tu te sens à une véritable place que tu peux parler, jaser, de faire des liens, créer des nouveaux amis en même temps. Donc, moi, c'est comme ça que moi j'ai vu cet organisme-là. Et c'est là aussi une victoire de ces petits organismes qui sont capables de faire vraiment une merveilleuse stratégie de recrutement et de rétention bénévole. Lorsqu'on fait la transition dans les organismes à but non lucratif national, ben c'est sûr, c'est un défi. On ne peut pas avoir ça. On ne peut pas avoir cette intimité qui est très facile à avoir dans un bureau dans le Mont-Royal, un lieu très densément peuplé. Mais c'est vraiment avec les bénévoles et, on pourrait dire, les formations aussi des bénévoles et l'encadrement qu'on donne aux bénévoles et aux bénévoles aussi de leadership. Donc, un dernier point, je veux dire, c'est aussi la valorisation des gens qui travaillent dans le domaine de l'encadrement et de la gestion des bénévoles. Il y a souvent beaucoup de mythes qui disent qu'est-ce que ça fait un coordonnateur aux bénévoles. Souvent, il y a un peu, je dirais, ce mythe-là qui rôde. Mais que c'est un rôle qui est essentiel. C'est un pilier dans tous les organismes à but non lucratif et communautaires. Donc, d'avoir une bonne équipe et vraiment mettre en valeur que c'est des professionnels. Ce n'est pas juste un coordonnateur ou bénévole. Il y a une carrière dans ce domaine-là qui est très, très importante et qui va distinguer ton organisme face aux autres.
Ah, merci, James. Le temps file, mais je vois là, plein de beaux témoignages qui défilent de gens qui partagent des belles expériences de bénévolat, les bienfaits que ça leur a apporté. D'autres ont, à certains moments, dit, ah, puis c'est intéressant comme témoignage. Ben, j'ai aussi vécu telle chose et ça, c'était moins satisfaisant. Donc, c'est intéressant, mais on voit que pour beaucoup, là, c'était vraiment des expériences extrêmement positives. Je serais curieuse de savoir, Michel, James, Julie, vous, est-ce qu'il y a des expériences de bénévolat qui vous ont particulièrement marqué? Peut-être que je commencerai avec toi, Julie. Ben, en fait, moi, j'ai d'abord envie de vous dire que j'ai eu, tu sais, très jeune, un excellent et un très beau modèle de bénévole, mon papa. Tu sais, je me souviens d'expériences comme les paniers de Noël où mon père, j'étais tout petite, mon père m'amenait avec lui. Le plaisir était de, tu sais, de constituer des paniers, tout ça. Puis on dirait que j'ai baigné beaucoup dans cet univers-là avec lui. Il a continué à bénévoler toute sa vie. Donc, d'abord, ce modèle-là, là, je voulais vous en parler. Puis vous dire aussi que dans mes souvenirs, ma première expérience après ça autonome de bénévole, j'étais adolescente, fin d'adolescente, début de l'âge adulte. Puis, j'avais eu l'occasion d'être interpellée par quelqu'un dans le voisinage qui voulait mettre une infirmière qui tentait de mettre sur pied une organisation qui existe toujours aujourd'hui. Fait que je faisais partie du petit groupe de départ. Ça s'appelle le Centre Marie-Ève. C'est une organisation en périnatalité qui est à Saint-Eustache. Moi, je viens de là. Et ça a été déterminant pour mes choix de carrière après ces bénévolats-là. Tu sais, j'ai étudié en organisation communautaire, j'ai travaillé une majorité de ma vie dans les OBNL. Donc, ça a été vraiment déterminant. Puis, je rebondirais sur des éléments que j'ai vus défiler là, dans les réponses des participants. Tu sais, on parle de choses qui tournent autour de redonner au suivant, d'amitiés qui ont duré dans le temps. Ben, tu sais, je ferais lien avec ça sur le fait que moi, ça a vraiment tracé ma trajectoire professionnelle par la suite. Donc, vraiment des événements mémorables. Puis ça m'a donné le goût de continuer. J'ai continué à être sur des conseils d'administration d'OBNL. Je continue aussi aujourd'hui à travailler comme mentor, à redonner au suivant. Là, je suis rendue à un âge où je peux me permettre de faire ça. J'ai de l'expérience à partager beaucoup. Alors, voilà. Fait que c'est vraiment essentiel. En tout cas, moi, ça a été essentiel dans ma vie. Merci, merci pour ce beau témoignage. Michel, toi, est-ce qu'il y a une expérience de bénévole qui t'a marqué dans ta vie ou ton parcours? Ben, je vous dirais que c'est la toute première que j'ai vécue, en fait. Ça se passe au secondaire, donc j'ai peut-être 13 ou 14 ans. Je suis assez sportif à l'époque. Je le suis un peu moins maintenant. Mais bref, c'était donc, on jouait beaucoup au hockey cossum à l'école. Et il y a eu une initiative là, de l'école secondaire où j'étais d'aller faire du bénévolat dans un centre hospitalier en santé mentale. C'était Robert Giffard à l'époque à Québec. Et on allait jouer à toutes les semaines, le mardi soir, au hockey cossum avec des gens qui étaient là-bas là, avec des problèmes en santé mentale. On jouait au quai aussi avec eux. Donc, à tous les mardis, pendant l'année complète scolaire, on allait là. Et c'était vraiment, ça a changé ma vie. Là. Après ça, il y a eu d'autres activités bénévoles, mais il n'y a rien qui a été aussi, qui a eu un aussi gros impact sur mes valeurs et tout. Me rendre compte que finalement, avoir du plaisir avec des gens qui sont différents, qui ont d'autres enjeux, qui ont des vies beaucoup plus compliquées que la mienne à l'époque, euh, et qu'on pouvait avoir autant de plaisir avec ces gens-là, ça a vraiment façonné ma vie. C'est vraiment c'est l'expérience bénévole vraiment a fait en sorte je dirais de guider après ça le reste de mon parcours, autant social que professionnel. Mais je dirais que c'est vraiment la première activité bénévole que j'ai fait dans ma vie qui a vraiment été la plus marquante pour moi. Merci, quel beau témoignage. James, toi, quelle expérience bénévole t'a le plus marqué? Oui, ben, un peu comme Michel, c'était ma première. Vraiment ma première expérience bénévole. Moi, c'était vraiment un peu différent, c'était en politique. Donc, je finissais un baccalauréat en sciences politiques et je me suis décidé de m'engager pour une campagne politique, pour une candidate. Je ne vais pas nommer de parti ni de nom pour ne pas faire de débat politique aujourd'hui. Simplement que j'ai décidé que je voulais faire une différence. Je voulais m'engager pour une cause, pour des valeurs qui m'étaient fortes. Donc, j'ai fait une petite recherche, je suis rentré dans le bureau de campagne de cette candidate et puis je me suis engagé bénévolement pendant toute la campagne. Et c'est
simplement, je pense que c'est l'énergie, le fait que je parlais directement aux citoyens, je fais du porte-à-porte, des appels pendant très longtemps. Et puis, ça m'a donné vraiment cette piqûre de m'engager, d'aider à coordonner aussi les bénévoles en même temps. Et c'est ça qui a vraiment commencé mon cheminement en engagement et coordination bénévole. Aussi de voir cet esprit de on peut faire une différence. Si on s'engage, si on travaille fort, si on travaille ensemble, on peut changer les choses. Et même si c'est des petits pas, un à la fois, eh bien, moi, je peux faire quelque chose. Et ça m'a aussi beaucoup aidé dans mon sentiment d'impuissance face à le monde d'aujourd'hui. On parle du sentiment d'éco-anxiété. On regarde le monde, on lit les nouvelles, on sent qu'on est en désespoir et qu'on ne peut rien faire. Mais au contraire, lorsqu'on s'engage dans des causes qui sont pour nous nobles et qu'on voit qu'on peut faire une différence, peut-être changer les opinions d'une ou deux personnes, ça va quand même faire une différence. Puis que, en politique, ça va changer le vote. Je me suis aussi beaucoup engagé pour les fermes maraîchères. Donc, c'est une autre façon de juste être concret, être dans le physique. Pour moi, c'était ça, mes engagements bénévoles mémorables. C'était faire quelque chose avec mes mains et pas être derrière mon ordi à travailler, mais vraiment façonner le monde, littéralement, avec nos mains. C'est extrêmement intéressant de vous entendre, très inspirant. Euh, Comme vous le savez, ou plusieurs d'entre vous le savent, 100 degrés, c'est une communauté. Puis c'est une communauté de gens qui, on le disait au début de webinaire, des gens qui un peu dans tous les milieux, là, vous êtes impliqués dans des écoles, des services de garde ou des municipalités, des organismes communautaires. On voit que vous venez de toutes les régions. Et on a la chance, dans 100 degrés, de compter sur aussi une forme de bénévolat. Ce sont nos ambassadeurs. Ce sont des gens qui acceptent de partager leur expérience d'une manière ou d'une autre pour aider d'autres personnes ou dans leur région ou ailleurs. Et pour vous aider à vous donner une idée de le rôle précieux là, que les ambassadeurs jouent dans leur communauté, je vous invite à regarder une toute petite vidéo là, très courte et ensuite on passe à la période de questions. Alors, je vais laisser Maryse vous partager la vidéo. En attendant, préparez vos questions. Ça s'en vient, la vidéo. Désolée. La vidéo, la vidéo. Désolée. Ou sinon, on passe à la période de questions. J'ai la vidéo. Ah, voilà, on y va. Attends. Ça s'en vient. Oui, ça arrive, ça Eh, arrive. merci Maryse. J'espère que le son fonctionnera. Vous me direz. On l'entend pas très bien le son, Maryse. On va garder, on va refermer la vidéo, on va poursuivre parce que le temps file. Puis, si on peut, à la fin, on vous la présentera en terminant parce qu'on tient vraiment à ne pas dépasser le temps. Ça va donner à Maryse le temps de régler le petit problème technique pour le partage du son de la vidéo. Alors, donc, pour les questions, on en a eu plusieurs et j'ai vu qu'il y a des questions qui nous ont été envoyées, d'autres que j'ai vues passer, qui touchent à la jeunesse, puis ça touche aussi à d'autres questions que j'avais en poche pour James et Julie. Alors, je vais essayer de résumer un peu tout ça là, pour pouvoir, disons, faire d'une pierre trois coups. Donc, comment est-ce qu'on peut recruter davantage les jeunes comme bénévoles? On en a parlé un peu tout à l'heure. James, toi, tu as déjà commencé à parler de ça plus tôt dans le webinaire. Mais toi, maintenant, ton poste, là, c'est spécifique. Tu travailles vraiment avec les jeunes. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu fais avec les jeunes et comment est-ce que tu leur offres une belle expérience bénévole? Oui, bien sûr. Je pense que pour les jeunes, que pour notre programme, je prêche pour ma paroisse, l'important, c'est euh, l'aspect de compétence, l'aspect d'apprentissage aussi derrière l'engagement bénévole. Donc, simplement, pas de juste les demander de s'engager bénévolement, mais de leur dire de cet engagement bénévole va vous rapporter ça. On parle de compétences en leadership, des formations qu'on peut leur offrir pour les relais pour la vie jeunesse. Nous, ce qu'on fait, on encourage les jeunes à créer des comités jeunesse. Ces comités jeunesse, nous, on les encadre, on les forme même en personne pour que chaque membre du comité a son propre poste. On parle de marketing, engagement des participants, des bénévoles.
demande de commandite. C'est toutes des aptitudes qu'ils peuvent transposer dans leur vie future et dans les carrières. Et donc, c'est cette valeur ajoutée, je dirais, aux jeunes, de ne pas simplement demander de faire un engagement bénévole, mais dire cet engagement va vous amener à des compétences concrètes et aussi croire en eux. Hein? Souvent, on a tendance à vilifier, un peu démoniser les nouvelles générations, mais ils sont des bénévoles incroyables, aux compétences incroyables. Et lorsqu'ils sont dévoués, lorsqu'ils voient qu'ils peuvent faire une différence, ils vont faire des petits miracles un peu partout. Ah, merci, James. Il y a plusieurs personnes qui nous avaient envoyé des questions à l'avance lors de votre inscription, puis certaines questions portaient spécifiquement sur Filles actives. Donc, je vais diriger la question vers Julie. C'était sur les ambassadrices. En fait, vous avez des ambassadrices, vous aussi, chez Filles actives. Puis, il y a des gens qui se demandaient si ces ambassadrices-là restaient plus tard pour le secondaire, après leur secondaire. Donc, peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu de ça? Mhm. Ben, d'abord, peut-être démêler deux choses. Les ambassadrices et filles actives sont des spécialistes d'un secteur d'activité physique du plein air qui vont faire vivre des expériences dans les écoles. Donc, ce ne sont pas des bénévoles. Dans le fond, on n'a pas d'intention spécifique à l'égard du recrutement de jeunes bénévoles chez Filles actives. Par contre, il y a des actions qu'on met en place qui pourraient donner lieu à recruter des bénévoles éventuellement. Mais pour le moment, je vous dis, on n'a pas d'intention spécifique. Je vous donne des exemples. Dans l'offre de services de Filles actives aux écoles secondaires, il y a de la formation qui est offerte à celles qu'on appelle un peu les capitaines d'équipes Filles actives. Hein. Filles actives, vous savez, c'est des équipes non compétitives, multisports dans les écoles de secondaire, 100% filles. Donc, il y a comme une capitaine qui se nomme dans cette équipe-là et on offre de la formation à ces leaders-là en se disant, la formation qu'on leur offre et les expériences qu'elles vivent dans leur école vont-elles les amener à vouloir être bénévoles plus tard? C'est ça, on ne mesure pas ça vraiment. L'autre stratégie qu'on a, puis c'est tout nouveau, là. Je vais vous parler d'une chose qu'on n'a même pas commencé à expérimenter encore, puis d'une autre qu'on commence à peine à expérimenter. On souhaitait ne pas perdre de vue les alumni, c'est-à-dire les finissantes du secondaire 5, là, celles qui quittent les écoles Filles actives. Donc, on a mis en place cette année un parcours particulier pour un petit groupe pilote. Puis dans les retombées possibles auprès de ces filles-là qu'on va vouloir garder dans la famille Filles actives, mais on pense que peut-être qu'il y en aura certaines aussi qui voudront bénévoler pour nous ou pour d'autres, à la limite, là, que ce soit pour nous ou pour d'autres. Puis un élément, comme je vous dis, qu'on n'a pas commencé à tester encore, puis là, je suis plus du côté du bénévolat d'affaires ou philanthropique, c'est une des idées qu'on voudrait explorer. C'est un petit comité de relève en développement philanthropique, par exemple. Donc, des jeunes cadres ou des jeunes professionnels qui auraient envie de s'investir dans notre cause, qui encore là peut possiblement générer des bénévoles au fond. Fait que c'est vraiment là-dessus là, qu'on est pour ce qui est mais avec pas une intention spécifique là, au même titre que ce que James vient de décrire là, avec la clientèle spécifique qu'eux autres veulent viser. Là. Si je peux me Merci. permettre, Marianne, Oui, je te vas-y, faire du Michel. pouce là-dessus. J'en ai parlé tantôt, le meilleur vecteur pour trouver des bénévoles, c'est d'autres bénévoles. Je vous dirais, en termes de trucs, de ne pas négliger vos bénévoles. Donc, il y a peut-être des bénévoles au sein de vos organismes qui font une tâche bénévole et peut-être juste leur demander, est-ce que ça te tente de prendre un peu de ton temps bénévole pour aller essayer de recruter d'autres bénévoles? Ça peut être une piste qui va être intéressante. Il y a sûrement de vos bénévoles qui aimeraient ça, avoir ce mandat-là. Donc, ce mandat-là chez vous, d'aller chercher d'autres bénévoles. Donc, ce côté-là, je pense qu'il n'est pas à négliger en termes de recrutement. Et si on va aller dans un niveau plus général, il y a toujours le site jebénévole.ca qui peut être intéressant. Et là, je vais faire du pouce sur ce que James a dit et Julie aussi, là, mais sur la manière que vous allez présenter votre offre. Donc, tu sais, Je Bénévole, c'est vraiment un site de jumelage entre des organismes et des bénévoles. Et soyez original dans la manière de présenter votre offre. Donc, allez-y avec je dirais, quelque chose qui peut accrocher les jeunes. Donc, c'est sûr que si on y va dans le statique et dans le très, je dirais, je vais dire de ma génération, ça va moins accrocher les jeunes. Donc, n'hésitez pas à être original et offrir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire.
l'éventail d'offres bénévoles, elle est complète et elle fait 360 degrés. Donc, n'hésitez pas à sortir de la boîte un petit peu. Ah, merci, Michel. Puis j'ai une autre question pour toi spécifique. Quelqu'un demandait si tu peux résumer ta règle des 3 R dont tu as parlé plus tôt. Oui, ben en fait, c'est le recrutement, la rétention, la reconnaissance. Donc, une fois, c'est vraiment un tout. Donc, il ne faut pas les prendre individuellement, ces 3 R-là. Donc, le recrutement va amener, la rétention va amener le recrutement et la reconnaissance va faire l'englober tout ça. Donc, un bénévole, une fois qu'il est recruté, ça ne s'arrête pas là. Il y a tout le reste qui doit se faire. Donc, la rétention va vraiment être pour être à l'écoute du bénévole, lui donner des formations, l'aider à aller à un autre niveau, changer de bénévolat aussi. Souvent, on le voit beaucoup dans les centres d'action bénévole, un bénévole va entrer pour faire une tâche précise. 3 mois après, il va avoir fait 5 autres tâches dans l'organisme, dans le centre d'action bénévole. Donc, pas hésiter à faire bouger votre bénévole dans votre organisation. Et je dirais la reconnaissance. Je dirais qu'on ne l'oublie pas. Souvent, je dirais que les organismes bien implantés vont faire des activités de reconnaissance, mais c'est quand même, le bénévole ne fait pas du bénévolat pour recevoir une tape dans le dos, mais il aime toujours en recevoir une. Donc, gardez ça en tête, la reconnaissance, elle est essentielle. Et n'hésitez pas à aller parler aux bénévoles. Ça, c'est une forme de reconnaissance aussi. Reconnaître son apport dans l'organisme, c'est super important. Merci beaucoup, Michel. On arrive vraiment à la fin du webinaire et je sais qu'on pourrait vous poser plein d'autres questions parce que ça défile dans le clavardage. Malheureusement, on va devoir terminer sous peu. Je tiens d'abord à vous remercier tous les trois pour votre présence aujourd'hui et à éviter de remercier tout le monde qui est avec nous. Là, vous étiez extrêmement nombreux aujourd'hui. Vous avez participé vraiment énormément tout au long du webinaire. Merci beaucoup. Vous voyez à l'écran, et cela va vous être envoyé par courriel après le webinaire, mais une page avec des références que vous pourrez consulter. Et il y a notamment les guides justement fournis par l'équipe de filles actives, des articles de 100 degrés. On a aussi nos partenaires de la Fondation David Suzuki du réseau Demain le Québec qui nous ont proposé aussi 2 guides que on vous met aussi, vous allez voir comment recruter, accueillir et gérer de nouveaux membres dans une organisation, comment se construire un réseau d'alliés. Alors, vous avez beaucoup de ressources qui pourront vous aider. Ensuite, je voudrais vous inviter à notre prochain rendez-vous. Donc, c'est mercredi, le 14 février à midi, un webinaire. On poursuit un peu sur la même lancée quand même, la mobilisation. Stratégie, défis et pistes d'action. Alors, vous voyez à l'écran nos 4 panélistes qui seront avec nous et ce webinaire sera animé par ma collègue Véronique Landry. Alors, pour terminer, on va tenter de vous présenter à nouveau notre webinaire et on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous tout au long. Merci Julie, merci Michel, Un merci. plaisir. Merci à vous. Merci Merci, beaucoup.